Edgar Degas. Forcément, on pense tout de suite aux danseuses, n'est-ce pas? Ces images de ballet, le tuile, la lumière. C'est l'image d'Épinal. Mais voilà, cette image aussi belle soit-elle, elle est un peu trompeuse. Et si derrière ce peintre des grâces se cachait un artiste beaucoup plus complexe? Un rebelle même, bourré de contradictions. C'est ça qu'on va explorer ensemble. Alors oui, bien sûr, les danseuses, c'est un thème majeur, c'est indéniable. Il a passé des années, des décennies même, à les observer, à les croquer dans les coulisses, sur scène, mais s'arrêter là, ce serait vraiment dommage. C'est un peu comme juger un livre à sa couverture ou lire juste le premier chapitre. On passerait à côté de tout le reste, de l'essentiel de son génie en fait. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que voilà la première grosse contradiction. Degas, on le classe systématiquement avec les impressionnistes. Normal, il est l'un des fondateurs du mouvement. Et pourtant, lui, cette étiquette, il n'en voulait pas. Il l'a rejetée toute sa vie. Alors pour comprendre qui il est vraiment, il va falloir gratter un peu le vernis, aller voir ce qui se cache derrière le mythe. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 4 temps. D'abord, on va voir pourquoi c'était un impressionniste, mais complètement à part. Ensuite, on plongera dans ce mélange fou de tradition et de modernité. Troisième point, son regard. Un regard ultra moderne, parfois même un peu cru. Et enfin, on terminera sur l'homme lui-même, l'artiste dans son siècle avec toutes ses contradictions. Allez, c'est parti. Première partie, Degas, l'impressionniste pas comme les autres. C'est fascinant parce qu'il est au cœur du réacteur, si on peut dire. Il a aidé à monter quasiment toutes leurs expos, et pourtant, en même temps, il était tout le temps en désaccord avec eux sur des points essentiels. C'était à la fois leur plus grand allié et, d'une certaine manière, leurs opposants numéro 1 de l'intérieur. Le point de rupture le plus évident, c'est ça, le plein air. Pensez à Monet, à Renoir. Ils sont dehors, dans la nature, à essayer de capter la lumière, l'instant qui passe. C'est l'ADN de l'impressionnisme. Eh bien, Degas, c'est tout l'inverse. La nature, il la fuyait. Lui, son truc, c'était l'atelier. Un environnement contrôlé, où il pouvait travailler de mémoire sous une lumière artificielle. Rien à voir. Et il le dit lui-même avec cette phrase absolument géniale et qui résume tout. À vous, il faut la vie naturelle, à moi, la vie factice. C'est limpide, non? Lui, ce qu'il aime, c'est l'artifice, le spectacle, le théâtre de la ville. Tout le contraire de ses amis qui courent après un coucher de soleil. Pour Degas, la vérité d'un tableau, elle ne vient pas de ce que l'œil voit à un instant T, mais de ce que le cerveau et la mémoire reconstruisent. Et ça, c'est vraiment le cœur du problème. Pour Degas, être impressionniste, ça ne voulait pas dire peindre avec des petites touches ou faire des paysages, pas du tout. Pour lui, c'était un combat, une lutte pour être indépendant, pour s'affranchir des règles du salon officiel. D'ailleurs, le nom qu'il voulait pour le groupe, ce n'était pas les impressionnistes, c'était les intransigeants. Ça en dit long, non? L'intransigeance, la rébellion, voilà ce qui comptait pour lui. C'était une question de liberté avant d'être une question de style. Bon, on a vu l'impressionniste rebelle. Maintenant, passons à la deuxième grande contradiction de Degas. Et celle-là, elle est énorme. C'est que cet artiste, qui peignait la vie la plus moderne qui soit, était en fait un pur produit de la tradition classique. Et c'est justement ce choc entre les deux, cette tension permanente, qui va faire toute la puissance de son art. Il suffit de regarder son parcours pour s'en convaincre. C'est super révélateur. On est en 1853. Il passe ses journées au Louvre à copier les grands maîtres. En 1855, un moment clé, il rencontre son dieu, son idole absolue, Jean-Auguste Dominique Ingres, le pape du néoclassicisme. Juste après, de 1856 à 1860, il part carrément 4 ans en Italie pour s'immerger dans l'art de la Renaissance. Et c'est seulement bien plus tard, en 1862, qu'il commence à fréquenter l'avant-garde parisienne avec Manet. On voit bien le décalage. Sa formation est 100% classique. On est à des années-lumière de la révolution impressionniste. Et ce conseil d'Ingres, faites des lignes, beaucoup de lignes, et vous deviendrez un bon artiste, ça va être son mantra, ça va le suivre toute sa vie. Chez Degas, tout, absolument tout, part du dessin, de la ligne. C'est le squelette de son art. Même quand il se lâche sur la couleur, même quand il invente des cadrages complètement dingues, la base, le fondement, ça reste la solidité impeccable de son dessin. Mais attention, ce serait trop simple de le voir juste comme un élève d'Ingres, parce qu'il y a un autre géant qui l'admire tout autant, Delacroix, le maître de la couleur, du mouvement, de la passion romantique, l'opposé total d'Ingres. Et c'est là que réside tout son génie. Il va réussir à fusionner ces deux contraires. Il prend la discipline de la ligne d'Ingres et il y injecte la vibration de la couleur et l'énergie du mouvement de Delacroix. C'est ça la formule magique de Degas. Un classique obsédé par la capture du mouvement. Alors, cette double culture,
Classique et moderne, il va s'en servir pour poser sur son époque un regard d'une modernité incroyable. Vraiment. Il faut bien comprendre que Degas, il n'est pas là pour faire joli. Pas du tout. Son but, c'est d'observer le monde qui l'entoure avec une objectivité froide, presque scientifique. Parfois, on peut même dire que son regard est cruel. Et il va chercher ses sujets où? Dans les coulisses de Paris. Oubliez le glamour. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la réalité brute. L'effort des danseuses qui s'entraînent jusqu'à l'épuisement, le travail harassant des repasseuses, l'ennui palpable des chanteuses dans les cafés-concerts. Il peint le vrai, le travail, la fatigue, les moments où personne ne pose. On est à milieu de l'image idéalisée de la femme qu'on voyait partout à l'époque. Sa modernité, elle vient aussi d'une nouvelle technologie qui explose à l'époque, la photographie. Regardez bien ces tableaux. Vous voyez comment les personnages sont souvent coupés par le bord, comme si le cadre était trop petit, et ces points de vue bizarres en plongée, en contre-plongée. Tout ça, ça vient de la photo. Il ne cherche pas la composition parfaite et équilibrée. Non, il capture un fragment de réalité, comme un instantané. Ça donne une impression de spontanéité qui était complètement révolutionnaire. Cette phrase qu'il a dite à propos de ses nus, elle est terrible, mais elle dit tout. Je les montre sans coquetterie, à l'état de bête qui se nettoie. C'est choc, hein? Quand il peint une femme à sa toilette, il ne cherche pas à la rendre belle ou séduisante. Zéro. Il se place en observateur distant, un peu comme un voyeur, et il dépeint des gestes intimes, presque animaux. C'est une rupture radicale, une démolition en règle du nu académique traditionnel. Et ce réalisme sans concession, on le retrouve partout. Prenez le bureau de coton à la Nouvelle-Orléans, par exemple. Ce n'est pas un portrait de famille chic et posé. C'est une scène de la vie de bureau, le commerce, les affaires, le quotidien. Ou alors l'Absinthe, tableau terrible sur l'isolement, la solitude en plein cœur de la ville moderne. Il capture ce qu'il appelle un clair-obscur social. Et puis, les repasseuses, bien sûr. Là encore, pas de glamour, mais le poids du corps, le geste répété, la fatigue du labeur. Bon, on a bien cerné l'artiste. Mais pour avoir le tableau complet, il faut aussi parler de l'homme. Et là, c'est tout aussi complexe. Degas, c'était un personnage, un vrai. Un homme de son temps, avec ses idées, ses préjugés et pétri de contradictions. Quelqu'un de, disons, pas toujours facile à vivre. Et un événement va cristalliser tout ça, l'affaire Dreyfus, qui a littéralement coupé la France en deux. Degas a pris position de manière très violente, il était farouchement anti-Dreyfusard, avec un antisémitisme virulent qui l'a poussé à se brouiller avec ses amis les plus chers, comme Léa Lévy, avec qui il était comme de la famille. C'est une partie très sombre de sa vie, mais on ne peut pas l'ignorer si on veut comprendre l'homme qu'il était. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelait le terrible Monsieur Degas. Son esprit était aussi vif que sa langue était acérée. Il était connu pour ses répliques assassines, son caractère intransigeant, c'est le mot, brillant, mais souvent blessant. Et si on ajoute à ça sa vue qui baissait de plus en plus, on comprend pourquoi il a fini par s'isoler presque complètement. Et dans cet isolement, il avait un jardin secret, la sculpture. Presque personne n'était au courant de son vivant. C'était son laboratoire privé. D'abord, il modelait des petites figures, en cire, avec des matériaux de récup. Elles n'étaient pas faites pour être exposées, pas du tout. C'était des outils, des études en 3 dimensions pour l'aider à comprendre le mouvement, la forme, avant de les peindre. Et ce trésor, près de 150 sculptures, on ne l'a découvert qu'à sa mort. C'est là qu'on a décidé de les couler en bronze pour la postérité. La seule, l'unique sculpture qu'il ait jamais montrée au public, c'est elle, la fameuse petite danseuse de 14 ans. Et quel scandale ça a été! Imaginez la scène en 1881. Une sculpture en cire, déjà c'est bizarre, mais en plus habillée avec un vrai tutu, de vrais chaussons et même de vrais cheveux. C'était du jamais vu. Il a complètement fait exploser la frontière entre l'art et la vraie vie. Le public et les critiques ont été horrifiés. Ils ont trouvé ça laid, brutal, presque monstrueux. Alors au final, qui est Degas ? Comment on peut le définir ? Eh bien, une chose est sûre, ce n'est pas juste un impressionniste, c'est tellement plus que ça. C'est un pont entre le classicisme et la modernité. C'est un maître du dessin qui a dynamité les règles de la composition. C'est le chroniqueur impitoyable de la vie moderne. Bref, c'est une figure absolument centrale, un chaînon manquant sans qui on ne comprend rien à la naissance de l'art du XXe siècle. Et on reste avec cette question finalement. Degas, c'était qui ? L'artiste visionnaire, celui qui a su capter l'âme de la modernité comme personne, ou alors le témoin un peu aigri, misanthrope, qui observait le monde à distance, sans jamais s'y mêler. La réponse, eh bien, c'est peut-être qu'il était les deux à la fois. Et c'est sans doute ça qui rend son art si incroyablement puissant et dérangeant encore aujourd'hui.